Alors, le premier aspect est l'environnement familial au sein duquel elle a grandi. Sous la houlette de ses parents, elle aurait été confiée avec l'ensemble de la fratrie, puisqu'ils sont 5 enfants. Elle est la dernière avec sa sœur jumelle Charline, aux témoins de Jéhovah. Donc les témoins de Jéhovah se seraient chargés de l'éducation des enfants. Donc elle aurait vécu dans un environnement relativement clos, fermé sur lui-même. Elle dira d'ailleurs qu'elle aurait été privée des relations avec le monde extérieur, relation qu'elle aurait cherché à entretenir à partir de la puberté avec sa sœur Charline, où dans le même temps, ou de manière concomitante à un absentéisme scolaire qu'elles semblent développer toutes les deux, elles partent dans des parcs et commencent à s'alcooliser. Le deuxième aspect, c'est la relation aux images parentales. Un père, effectivement, qu'elle n'évoquera quasiment pas avec moi, si ce n'est sur une particularité, reprochant à sa mère, finalement, d'avoir quitté un peu trop tard son père, et un moment où on ne peut plus quitter un homme parce qu'il est malade, il est atteint d'une pathologie cardiaque, et je crois qu'il a fait déjà quelques infarctus. Et elle reprochera à sa mère, d'une part, la dislocation de la cellule familiale. Et l'autre aspect, c'est donc d'avoir quitté son père trop tardivement à son goût. Motelier dira qu'avec sa sœur, elles ont commencé à s'alcooliser toutes les deux à partir de 11 ans. Sa sœur nous sera présentée comme souffrant d'une appétence alcoolique assez sévère. Maude va commencer à s'alcooliser avec sa sœur Charline, et puis après elle va s'adonner à des produits, résine de cannabis, ecstasy, alors qu'elle posera comme des consommations au point de départ toutefois plutôt ponctuelles, dans des conditions festives, avec une accélération très nette à partir du moment où elle va rencontrer Olivier Benoît, qui lui est déjà héroïnomane, et c'est lui qui l'aurait plus qu'initié. Alors peut-être involontairement, parce qu'elle est déjà inscrite dans une problématique addictive de longue date qui est installée depuis son entrée en puberté, dans la prise, puis après l'injection d'héroïne. Elle suit sa sœur. Je crois que là, on est du côté de la relation gémellaire et de toute cette particularité qui lie des jumeaux, et notamment là des jumeaux monozygotes que la littérature a très bien développé. Elle va suivre Charline, et elle dira à propos d'Olivier Benoît, c'est la première chose qu'elle va me confier à propos de leur relation. Elle dira finalement, et là elle est en larmes à ce moment-là, elle dira finalement Olivier a remplacé Charline. Voilà. Il y a une proximité avec Olivier Benoît. D'ailleurs, elle le dit bien hein, dans la manière dont elle le nomme, elle parle de son homme. Elle ne nommera quasiment pas Olivier Benoît par son prénom, elle l'appellera de manière quasi constante mon homme. Elle va évoquer effectivement alors un comportement qu'elle produit alors qu'elle est dans un état d'ébriété euh, déjà avancé, alors ou une ivresse aggravée, ou peut-être qu'elle a consommé aussi des produits stupéfiants. Mais en fait, elle va évoquer cette scène-là pour illustrer finalement les aspects de sa personnalité, parce que Maud Tellier, si elle est très peu prolixe, peut-être parce qu'elle est aussi encore euh, comment dire, très inhibée dans son comportement et dans ses réactions par ses addictions. L'addiction a glissé quand même sur un terrain plus pharmacodépendant au moment où je la rencontre en maison d'arrêt. Elle est aussi une jeune femme qui peut être très agressive, très impulsive et très instable sur le plan émotionnel, qui sont les principaux traits d'un déséquilibre psychique. Et elle va illustrer ces aspects de sa personnalité en disant et bien qu'un jour, alors qu'elle est très fortement alcoolisée, elle aurait séquestré toute une famille, qu'elle aurait aussi menacée verbalement, parce que celle-ci s'en serait pris à quelqu'un de proche et de cher. Oui, la mère d'Olivier Benoît. Alors, oui, effectivement, la mère d'Olivier Benoît. Ce qui n'est pas non plus Oui, neutre. ce qui n'est pas neutre, oui. Ouais. Je crois qu'elle vit sa relation Olivier Benoît quasiment sur le même mode à être que celle qu'elle a pu nouer avec sa sœur Charline. D'ailleurs, elle le dit au point de départ, Olivier a remplacé ma sœur Charline.
Donc elle se positionne dans cette relation telle qu'elle s'est positionnée au sein du couple gémellaire. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que je crois que... alors elle est très consciente de la violence dont M. Benoît peut être porteur. Et elle va illustrer ce point et elle va le mettre en lien d'ailleurs avec M. Pichon, puisqu'elle dira que M. Pichon, depuis quelque temps, développait un comportement plus que grivois à son égard, comportement vis-à-vis duquel elle n'aurait pas souhaité s'ouvrir auprès de monsieur Olivier Benoît, au motif qu'elle craignait la réaction violente d'Olivier Benoît. Et elle redoute finalement, d'une part, que cette violence-là s'exprime à l'égard de M. Pichon, qu'elle pose de manière un petit peu péjorative, mais elle dira c'est un vieux et j'ai très peur qu'il en fasse sa fin. Donc je ne vais rien lui dire. Et puis jusque-là, eh bien, j'arrivais à me débrouiller et à tolérer ces remarques à connotation sexuelle. On est dans un fonctionnement de type état limite avec toute l'impulsivité, l'instabilité émotionnelle et l'agressivité qui l'accompagnent. Un état limite ou du moins une instabilité qui est elle-même, à mon sens, très largement majorée par la problématique addictive, mais qui se retrouve aussi comme faisant souvent partie intégrante de ce type de personnalité. Alors l'ingrédient supplémentaire, peut-être qui peut-être caractérise aussi Moctelier, ce serait l'agression sexuelle, voire le viol dont elle aurait été victime à l'âge de 12 ou 13 ans par un homme proche de son père, également témoin de Jéhovah. Alors, abus sexuel sur lequel elle ne souhaitera pas se confier et elle le dira assez vivement pour ne pas dire assez agressivement, ce qui fait que bon, je n'ai pas pu aller au-delà avec elle sur cet aspect-là. Par contre, et c'est un point qui est aussi assez intéressant, c'est qu'elle se serait confiée 2 ou 3 ans en amont de la présente affaire à son père et à sa sœur Charnine sur ce qu'elle aurait pu vivre plus jeune. Sans réellement exclure, mais non plus de poser de lien avec eh bien, l'escalade addictive et puis tout le comportement à la fois provocateur et défiant qu'elle va adopter à partir de la puberté. C'est une jeune femme qui est très peu prolixe, qui rencontre des difficultés importantes à s'inscrire dans l'échange, qui a des difficultés de contact, de relation et qui a aussi une grande difficulté de mise en mots. Elle dira d'ailleurs s'être confiée à sa sœur et à son père alors qu'elle était, là encore, fortement alcoolisée. Comme si finalement il avait fallu qu'il y ait un désinhibiteur aussi important pour qu'elle puisse en dire quelque chose. Et finalement, c'est aussi avec très peu de détails qu'elle va évoquer l'agression sexuelle dont elle aurait été victime de la part de M. Pichon. Avec peut-être aussi là une autre particularité qu'il nous faut préciser, c'est qu'elle a aussi connaissance en amont des comportements incestueux dont M. Pichon aurait été l'auteur et dont il se serait plus ou moins enorgueilli lors d'une soirée elle-même bien arrosée, puisqu'il se serait confié à Motelier et Olivier Benoît sur les comportements incestueux qu'il aurait pu avoir à l'égard de ces 2 filles. Elle dit que ce matin-là, Olivier Benoît quitte le domicile pour aller rechercher des traitements, produits de substitution et peut-être produits stupéfiants dont le couple a besoin. Donc elle se retrouve seule au domicile avec Monsieur Pichon. La soirée a été plus que très largement arrosée. Elle dira que le matin même, elle aura à nouveau consommé, qu'elle est en train de préparer un feu et Monsieur Pichon. Et là, elle le dit de manière alors à la fois avec ses mots, mais aussi avec son impulsivité, peut-être la manière dont elle le vit à ce moment-là. Elle dit Olivier a à peine quitté le domicile que direct, il me saute dessus. Voilà. Donc elle lâche à ce moment-là, elle a en main plutôt à ce moment-là
Alors je crois que c'est un manche de hache et elle le frappe. Et au moment où elle commence à raconter le passage à l'acte, elle va aussi ruminer dans le même temps tous ses regrets. Elle n'aurait pas dû le frapper, elle aurait dû attendre Olivier Benoît qui s'en serait chargé finalement. Le deuxième élément sur lequel elle va insister, c'est ce qui pourrait s'apparenter quand même, là pour le coup, à un impact traumatique. Elle dira je suis restée dans mon coin, il était dans l'embrasure de la porte et elle insiste sur sa position. Il est sur le côté, apparemment un filet de sang sort de sa bouche et voilà, elle décrit un moment quasiment un peu de sidération où finalement elle ne va réagir qu'au moment où Olivier Benoît regagne le domicile et découvre Monsieur Pichon. Elle dit aussi qu'à ce moment-là, elle ne sait pas s'il est décédé, et c'est Olivier Benoît qui va confirmer bien que Monsieur Pichon est bien mort. Et ça, elle va pouvoir le confier, disant qu'à ce moment-là, elle est saisie par sa rage. Et que c'est cette rage-là qui va l'amener à frapper Monsieur Pichon. Alors cette rage-là vient de loin, bien, je pense qu'elle fait partie intégrante de sa personnalité et peut-être d'une violence primaire qui n'est pas élaborée et qui participe aussi à l'organisation limite de sa personnalité. Et une rage qui vient peut-être d'un peu plus loin, si tant est qu'on ose réaliser un lien avec peut-être ce qu'elle a pu vivre d'un traumatisme consécutif à un abus sexuel qu'elle aurait subi. Oui. Sachant qu'elle dira à propos de Monsieur Pichon, alors que celui-ci s'est donc confié des faits à caractère incestueux qu'il aurait lui-même commis sur ses deux filles, elle dira qu'à partir de ce moment-là, elle l'a considéré comme un pervers et qu'elle ne souhaitait plus le rencontrer, qu'elle souhaitait plutôt mettre une distance avec cet homme-là, et que c'est Olivier Benoît qui l'aurait convaincu du contraire ou invité à continuer à tisser des liens avec Monsieur Pichon, avec lequel, semble-t-il, ils étaient en affaires. Sur le plan intellectuel, elle a un équipement suffisant qui pourrait permettre quand même déjà un travail d'élaboration, qui permettrait aussi de réaliser quelques liens, notamment par exemple de l'amener à se réinscrire dans son histoire et puis aussi de pouvoir entrevoir voilà ce qu'intellectuellement elle peut saisir, mais qu'elle ne peut pas encore s'approprier, comme finalement, par exemple, c'est ce lien qui pourrait exister entre l'abus sexuel dont elle aurait pu avoir été victime et l'escalade addictive qu'elle va connaître à l'adolescence. Ce lien entre l'environnement familial au sein duquel elle a grandi avec toutes les particularités de celui-ci et le comportement défiant, provocateur et au-delà la problématique des limites qui est la sienne.